Bonjour, bienvenue sur le plateau d'ABCDoc. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eczéma constitutionnel ou eczéma atopique ou dermatite atopique. Alors, je suis le professeur Martine Bagot, je suis chef du service de dermatologie de l'hôpital Saint-Louis et je remercie les intervenants qui sont sur ce plateau. Le docteur Emmanuel Bourra, qui a une grande expérience de la dermatite atopique chez l'adulte et chez l'enfant, et monsieur Frédéric Nguyen, qui a bien voulu accepter de témoigner de la pathologie dont il est atteint, la dermatite atopique. Alors, Emmanuel Bourra, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se présente la dermatite atopique ? Alors la dermatite atopique est la manifestation cutanée de ce qu'on appelle un terrain atopique. Et un terrain atopique, c'est une prédisposition génétique, c'est-à-dire transmise par les gènes, à développer des réactions un peu exacerbées à toutes les stimulations de l'environnement, que ce soit des allergènes bien sûr, mais également des facteurs chimiques, des facteurs climatiques, des stress psychologiques. Et donc au niveau de la peau, cette réaction inflammatoire anormale qui se développe en réponse à des agressions s'appelle l'eczéma. Et on l'appelle eczéma constitutionnel ou atopique, en opposition à l'eczéma de contact, qui est un eczéma ponctuel qui ne survient que lors de la confrontation entre la peau et un allergène bien particulier auquel on s'est préalablement sensibilisé. Et on dit qu'on est allergique par exemple à un parfum ou allergique au nickel, et on ne va développer de l'eczéma qu'à l'endroit où on a été en contact avec cet allergène, quelques jours après avoir été en contact avec cet allergène. Et dans l'eczéma de contact, il suffit de supprimer l'allergène et on est guéri. Dans l'eczéma atopique, puisqu'il y a un côté constitutionnel sous-tendu par la génétique, on peut avoir tendance à faire de l'eczéma toute une partie de sa vie, même si en général c'est une maladie qui touche surtout le très jeune enfant et qui a, dans la grande majorité des cas, tendance à guérir heureusement avec l'âge. Alors, monsieur Nguyen, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, à quel âge vous avez commencé à présenter de l'eczéma et comment ça se manifeste chez vous ? En fait, moi j'ai commencé à avoir de l'eczéma vers l'âge de 2 mois. En fait, c'est dû parce que je suis asthmatique et la dermatite atopique, le fait d'avoir un problème respiratoire, c'est des maladies qui sont entre guillemets qui se combinent bien ensemble et qui font que j'ai cette maladie. Et vers mon enfance, j'ai eu vers les plis. Et plutôt vers l'adolescence et entre guillemets l'âge adulte, ça remontait au niveau du cou et du visage. Et dans votre famille, il y a d'autres personnes qui ont de l'eczéma atopique, non. de l'asthme, du rhume des foins ? En fait, c'est mon père qui est asthmatique. Ma sœur est asthmatique, mais ils n'ont pas de cause de dermatite atopique. Et maintenant que vous êtes adulte, Oui. comment se présente la maladie chez vous ? Est-ce que vous faites des poussées ? Qu'est-ce qui déclenche des poussées de votre maladie ? En fait, c'est aussi un vecteur de stress, mais aussi d'allergie. Mais après, c'est difficile là aussi à dire c'est quoi qui déclenche ça. Et là, en ce moment, ça va un peu mieux, vu que j'arrive à me contrôler. Parce que vu qu'on prend de l'âge, on prend du recul par rapport à sa maladie, on est plus mature et on arrive à gérer les crises et à se guérir. Alors, docteur Bourra, pour le médecin, comment ça se présente ? Alors c'est une maladie dont le diagnostic est clinique. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire des examens complémentaires pour affirmer qu'une personne, et notamment un nourrisson, a de l'eczéma. Il suffit de l'examiner, de regarder sa peau, d'écouter ce que racontent les parents, l'âge de début qui est en général vers 2-3 mois, qui est l'âge à lequel votre eczéma a commencé. Et puis effectivement une localisation qui change en fonction de l'âge. Souvent les convexités, les joues chez le très très jeune bébé, et puis pendant toute la période de l'enfance, les plis des genoux, les plis des coudes, les plis des poignets, et puis après à l'âge adulte, quand l'eczéma persiste, une expression qui est peut-être plus variable en fonction des individus. Mais donc en fait l'eczéma se traduit par une rougeur de la peau,
Un œdème qui se traduit par un gonflement qui correspond à un exsudat de liquide qui passe dans l'épiderme. Et parfois, cet œdème est tellement important qu'il peut y avoir un suintement, c'est-à-dire que les lésions vont se mettre à couler avec un liquide jaune clair qui ne traduit pas forcément une infection, mais qui est simplement un stade important d'inflammation. Donc la rougeur, l'œdème, et puis des petits boutons en relief qu'on va avoir tendance à gratter parce que vraiment ce qui définit l'eczéma, c'est une sensation de démangeaison extrêmement importante. Et quand on gratte son eczéma, d'une part, on fait ce qu'on appelle des excoriations, c'est-à-dire des plaies dans la peau sur lesquelles vont apparaître éventuellement des croûtes. Et puis, souvent chez l'adulte, à force de gratter beaucoup, très souvent, on peut avoir un épaississement de la peau aux endroits où l'eczéma sort le plus souvent. On dit beaucoup que c'est une pathologie dont la fréquence augmente. À quoi peut être due cette augmentation de fréquence? Alors effectivement, on estime que dans les pays européens, notamment par exemple en région parisienne, presque jusqu'à 30% des enfants vont présenter à un moment donné de leur petite enfance un eczéma. Chez les adultes, puisque c'est une maladie de l'enfant qui est en général guérie, cette fréquence est moindre puisqu'en général elle est considérée autour de 5 à 10%. Donc cette augmentation de l'eczéma constitutionnel avec le temps et peut-être les progrès économiques serait peut-être sous-tendue par ce qu'on appelle la théorie hygiénique qui fait que le système immunitaire qui est moins occupé parce qu'on a moins d'infections, on vit dans un environnement qui est propre, dépourvu de microbes, beaucoup plus qu'avant en tout cas, on est protégé des infections par les vaccins, on traite précocement les infections par des antibiotiques et du coup notre système immunitaire s'ennuie un peu et du coup détourne cette activité antimicrobienne vers une activité d'inflammation qui peut se manifester au niveau de la peau par de l'eczéma, au niveau des bronches par de l'asthme, au niveau du nez par de la rhinite allergique. Alors, au cours des dernières années, il y a eu des découvertes importantes sur ce qui sous-tend la génétique de la dermatite atopique, en particulier un gène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les altérations génétiques qui sont vraiment le lit de la physiopathologie de la dermatite atopique? Voilà, donc en fait, on se doutait depuis longtemps qu'il y avait un substratum génétique à cette maladie, puisqu'il y a effectivement des familles. En général, quand on diagnostique de l'eczéma chez un enfant, par l'interrogatoire, on retrouve souvent soit des l'eczéma chez d'autres membres de la famille, soit d'autres manifestations de l'atopie qui sont l'asthme et la rhinite allergique ou la conjonctivite allergique. Donc on supputait qu'il y avait un substratum génétique, mais c'est vrai que il y a une dizaine d'années, on a enfin pu identifier un des gènes, car ce n'est pas une maladie monogénique, il n'y a pas un gène qui donne une maladie, il y a plusieurs gènes qui donnent une maladie qui se ressemble beaucoup, mais en fait, il y a probablement plusieurs eczémas constitutionnels. Et donc, les deux grandes catégories de gènes qui peuvent intervenir dans un terrain atopique sont d'une part des gènes qui codent pour des protéines impliquées dans la barrière cutanée, dans l'enveloppe cutanée, et d'autre part, des gènes qui codent dans les défenses immunitaires au niveau de la peau. Et donc, ce qui nous a beaucoup intéressé, nous, dermatologues, ça a été que le premier gène identifié formellement comme prédisposant quand il est muté à l'eczéma est un gène qui code pour la filagrine. La filagrine est une protéine qui a un rôle structural majeur dans la constitution de la couche cornée de l'épiderme et qui assure à l'épiderme sa perméabilité vis-à-vis des agressions de l'extérieur et vis-à-vis des pertes d'eau. Et donc, ce qui explique qu'à partir du moment où cette peau n'est plus perméable, l'eau s'en va, elle est sèche. Et puis, les antigènes, les agressions chimiques sont beaucoup plus ressenties par le patient, puisque le rôle barrière de la peau, qui est finalement le principal rôle de la peau, qui est de nous protéger de l'extérieur, n'est plus assuré quand cette protéine est défectueuse. Donc, des anomalies de la fonction barrière qui induisent dans un deuxième temps des anomalies de l'immunité. Donc, il est donc très important de restaurer cette fonction barrière par des crèmes hydratantes. Est-ce que c'est votre expérience, monsieur Nguyen? Oui, c'est avant tout déjà, on prend le diprésone pour calmer l'inflammation. Puis ensuite, il faut que la peau soit hydratée pour garantir une... Pour le confort et pour éviter des poussées, ça fait partie intégrante du traitement de la maladie, les règles hygiéno-diététiques, ne pas agresser la peau. Mais en gros, c'est combattre l'inflammation et puis hydrater. Voilà. Et alors, donc, vous avez insisté sur l'importance des corticoïdes locaux. Alors, quelle est votre expérience sur l'effet bénéfique des corticoïdes locaux? Parce que, en fait, il faut savoir comment l'utiliser. C'est-à-dire l'utiliser pour calmer l'inflammation, puis hydrater sa peau, et utiliser le corticoïde comme traitement de soins, c'est-à-dire par exemple espacer les traitements. Par exemple, je mets un jour de la corticoïde, pendant 2-3 jours j'en mets plus,
et j'en mets une autre, c'est-à-dire 2 fois par semaine par exemple. Alors, docteur Bourra, quelles sont les bonnes règles de prescription des corticoïdes locaux dans la dermatite atopique? Alors, M. Nguyen a bien expliqué qu'effectivement, il y a deux composantes dans la prise en charge d'un eczéma. Il y a le traitement de la poussée inflammatoire, c'est-à-dire à partir du moment où la peau commence à gratter, où il y a de l'inflammation, c'est rouge, ça coule. Il faut mettre un anti-inflammatoire. Et le meilleur anti-inflammatoire dont on dispose actuellement dans l'eczéma, c'est les crèmes à base de cortisone, ce qu'on appelle les dermocorticoïdes. Et puis, dès qu'on va mieux, on peut arrêter ce traitement anti-inflammatoire. Et c'est très important de prendre le relais par les crèmes hydratantes qui vont reconstituer cette barrière cutanée dont je vous disais qu'elle est effectivement incompétente. Et donc, le gros problème avec les dermocorticoïdes, c'est que ça contient corticoïdes et qu'il y a, à juste titre, dans la population générale, une crainte vis-à-vis de cette molécule dont on sait que quand on la prend par la bouche ou par voie intraveineuse, elle peut avoir des effets délétères sur plusieurs organes. Et alors que l'avantage en dermatologie, c'est qu'on peut appliquer directement cette cortisone sur la peau. Et comme l'eczéma est une maladie très sensible à la cortisone, en général, il suffit, comme vous le dites, de mettre quelques jours de cortisone et on peut arrêter très rapidement. Et en fait, les quantités de cortisone qu'on utilise sur la peau pour contrôler la majorité des eczémas sont totalement dénudées d'effets secondaires, tant sur la peau que sur les autres organes, bien sûr, puisqu'en fait, cette cortisone va rester sur la peau où elle va agir et ne va pas aller jusqu'aux autres organes où elle pourrait avoir des effets délétères, comme par exemple empêcher de grandir ou fragiliser les os. Donc, je crois qu'il y a un message très important, c'est que l'eczéma se soigne et se soigne avec des crèmes qui ne sont pas dangereuses pour la santé. Et particulièrement chez l'enfant. Notamment chez l'enfant. C'est bien évidemment une préoccupation importante des parents que la corticothérapie locale n'ait pas de retentissement sur la croissance. Tout à fait. Alors, les corticoïdes locaux sont un traitement majeur de la dermatite atopique. Quelles sont les autres possibilités? Il y a d'autres pommades. Vous avez eu l'expérience, M. Nguyen, d'un autre type de traitement de la dermatite atopique? Oui. Le protopique, oui, qui est le tacrolimus. Oui, le tacrolimus, oui. ça peut convenir à certaines personnes. Pour mon cas, moi, je ne l'ai pas supporté parce que quand je l'ai appliqué, le soir, ça me chauffait, ça me piquait. Du coup, au bout de 3 jours, j'ai arrêté. Alors, quelles sont les bonnes indications de ce traitement, de ce tacrolimus topique, docteur Bourra? Alors, effectivement, quand on est obligé d'utiliser trop de cortisone pour contrôler l'eczéma, qu'on n'arrive jamais à l'arrêter ou qu'on est obligé de le mettre sur des endroits qui sont plus fragiles, comme par exemple les paupières, on peut être amené à avoir besoin d'un autre anti-inflammatoire local. Et donc, depuis une dizaine d'années, on a enfin une alternative qui est ce fameux Protopic, alors qui marche à peu près aussi bien en termes de lutte contre l'inflammation que la cortisone, mais qui est beaucoup moins bien toléré que la cortisone. Donc c'est vrai qu'il faut en général le mettre. On peut aussi commencer par mettre un peu de cortisone et dès que ça va mieux, prendre le relais par le Protopic, parce que quand on met le Protopic sur des lésions très inflammatoires, effectivement, souvent, ça entraîne une sensation de brûlure et de chaleur. Et donc, quand aucun de ces traitements locaux ne suffit, on est parfois obligé de passer à des anti-inflammatoires, à des immunosuppresseurs par voie interne, sous forme de cachet ou même d'injection. Et là, on passe dans des catégories de médicaments qui sont plus lourds en termes de précaution de prescription, de tolérance et d'effets secondaires à long terme. Et donc, ces médicaments sont réservés à des formes particulièrement sévères et chroniques d'eczéma, ce qui est exceptionnel chez l'enfant. Alors, chez l'adulte, c'est vrai que ça peut être une possibilité. Donc, on peut citer ces traitements, la cyclosporine, le méthotrexate, oui. Et puis parfois les photothérapies, les rayons ultraviolets. Tout à fait. Donc, beaucoup de patients signalent que leur eczéma est aggravé par le froid et au contraire amélioré par le soleil. On sait que le soleil a une action anti-inflammatoire, c'est-à-dire qu'il met au repos les cellules de l'inflammation dans la peau. Et pour ces patients-là, la photothérapie, c'est-à-dire la lumière artificielle dans des cabines, chez un dermatologue bien sûr, peut permettre des rémissions ou peut aussi permettre de temps en temps d'arrêter les crèmes parce qu'il y a un phénomène de lassitude, même quand la cortisone marche bien, qu'on a de l'eczéma depuis des années, on a parfois, ça devient franchement un fardeau d'être obligé de tartiner de crème tous les jours et on peut être content d'avoir pendant quelques mois une alternative thérapeutique qui consiste à s'exposer dans ces cabines quelques minutes 3 fois par semaine. Alors, y a-t-il des espoirs? On parle beaucoup de biothérapie. Qu'en est-il en matière de dermatite atopique? Quels sont les médicaments du futur? Maintenant qu'on connaît mieux un petit peu ce qui déclenche l'inflammation et toutes les protéines qui interviennent dans cette inflammation, on peut essayer d'aller bloquer effectivement plus spécifiquement que ne le fait la cortisone certains paliers de cette réaction inflammatoire de la peau. Et effectivement, on a, comme pour d'autres maladies inflammatoires de la peau comme le psoriasis, beaucoup de molécules qui sont en cours de développement pour essayer de cibler
une voie inflammatoire qui serait plus spécifique de l'eczéma. Et donc plusieurs molécules sont à l'essai. Comme toujours, il y a les premiers tests sur des animaux, après sur des patients. Et puis après, il faut vérifier qu'à long terme, ces médicaments fonctionnent bien et n'ont pas d'effets secondaires. Donc il y a évidemment beaucoup de recherches en cours dans l'eczéma qui concernent beaucoup de gens, et notamment les inhibiteurs des récepteurs de l'interleukine 4, qui pourraient représenter un espoir thérapeutique pour les années à venir. Donc finalement, la gestion du traitement est extrêmement importante. Il y a le traitement d'attaque, le traitement d'entretien, des poussées. Alors peut-être que ça nécessite une éducation thérapeutique qui peut se faire dans certains services hospitaliers, Dr Bourra. Tout à fait. Je pense que quand on a une maladie chronique, on ne peut pas faire un traitement très régulièrement si on ne comprend pas l'intérêt de ce traitement et les objectifs de ce traitement. L'eczéma est une maladie chronique, c'est une maladie chronique transitoire chez l'enfant, mais parfois ça devient une maladie chronique chez l'adulte. Et donc l'éducation thérapeutique a toute sa place dans la prise en charge. Ça veut dire bien expliquer aux patients ce qui se passe dans leur maladie, comment marchent les médicaments, comment les utiliser pour qu'ils soient le plus efficaces et le moins dangereux. Et donc lutter contre toutes les idées reçues dont vous parliez sur la cortisone qui sont extrêmement répandues, c'est une étape absolument indispensable. Et beaucoup de parents à qui on a expliqué que la cortisone en crème, quand on l'utilisait sous contrôle médical, n'avait pas d'effets secondaires, repartent extrêmement soulagés. L'éducation thérapeutique, on en fait tous les jours en consultation, mais c'est vrai que quand elle est encadrée avec des séances collectives, des films, des infirmières qui prennent le temps de montrer comment mettre les crèmes, quelle quantité, c'est un plus énorme pour la prise en charge de cette maladie. Voilà, donc effectivement, je crois que c'est très important d'être acteur de sa maladie et du traitement, en partenariat avec une équipe spécialisée de dermatologues qui connaissent bien cette pathologie. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour vos témoignages. Et je crois que maintenant, tout le monde est un petit peu plus informé sur ce qu'est la dermatite atopique. Merci à tous. Merci.